Madame, Monsieur, bonsoir. 63e jour depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire. Et aujourd'hui, 8e réunion du comité de veille économique. Outre les chiffres communiqués sur les principales mesures décidées par le comité en faveur des entreprises et des ménages, à l'ordre du jour aussi l'après-crise, et ce, à travers un dispositif de garantie de l'État variant entre 80 et 95% selon l'entreprise, garantie de financement, de relance de ces entreprises. Le comité veut faire du plan de relance une base pour un pacte où État, entreprises, secteur bancaire et partenaires sociaux prennent des engagements clairs et assumés par tous. Mais comment financer tout cela? Le budget 2020 étant désuet, pas de plan de relance avant le fameux projet de loi de finances rectificative qui devrait en tout cas être dévoilé incessamment. Il faut noter que ce n'est pas la première fois que le Maroc a recours à une loi de finances rectificative. Quels en sont les enjeux? Quel moteur de croissance à cibler tout en mettant le turbo dans les secteurs prioritaires comme la santé? Le Maroc risque-t-il le surendettement? Les réponses en première partie d'émission en compagnie de Mohamed Karim, chef du département d'économie à la faculté de droit de Salih. Et des finances de l'État, on enchaînera avec la finance, avec Mohamed Darabi, professeur d'université en finance, qui analysera la situation à la bourse de Casablanca, qui a été elle aussi gagnée par la panique liée à la pandémie, un peu comme dans le reste des marchés financiers mondiaux. Les autorités de la place ont également opté pour un mécanisme appelé coupe-circuit, ce qui permet de suspendre temporairement toutes les transactions boursières dans des moments d'extrême volatilité. Au-delà de l'impact Covid-19, comment redonner vie à ce marché boursier casablancais? Réponse donc en deuxième partie d'émission. Restez avec nous. Et comme annoncé lundi par le chef du gouvernement, un projet de loi de finances rectificative est en gestation. Quelles seront les grandes lignes de cette nouvelle feuille de route financière pour le reste de l'année? Élément de réponse avec Hicham Razouani. La loi de finances rectificative annoncée par le chef du gouvernement est très attendue. Le gouvernement y travaille d'ailleurs actuellement. Ces grandes orientations doivent être fixées en Conseil des ministres avant d'être présentées en Conseil du gouvernement pour ensuite être approuvées par le Parlement. Une chose est sûre, la croissance sera loin des 3,5% prévus pour 2020. Même le scénario d'une progression de 2% du PIB semble peu probable. Après les 0,7% de croissance enregistrée au premier trimestre, la chute a été abyssale au deuxième trimestre, avec une régression prévue de moins 6,8%. Même une reprise de l'activité après le déconfinement annoncé au 10 juin ne permettra pas de rattraper les pertes engendrées par le coronavirus. Des secteurs phares comme le tourisme et le transport sont frappés de plein fouet. À cela s'ajoute la sécheresse et la baisse déjà palpable de la consommation intérieure. Le gouvernement doit donc revoir sa copie en ce qui concerne la croissance, mais également le déficit budgétaire, sans parler de la baisse des recettes fiscales et éventuellement du budget d'investissement. Sur le plan international, le Royaume devra s'adapter à la nouvelle configuration des chaînes de valeur mondiale en attirant, à grande échelle, des investissements internationaux en recherche de nouveaux centres de production à proximité des marchés européens et africains. Et depuis Salé par Skype, Mohamed Karim, chef du département d'économie à la faculté de droit de Salé. Bonsoir, professeur Mohamed Karim. Bonsoir, madame. Merci pour votre invitation, Ramadan Karim. Ramadan Karim et Eid Moubarak pour le coup, à vous aussi. Oui. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question, avant de parler des bases, n'est-ce pas, de ce projet de loi de finances rectificative, pourquoi le Maroc, contrairement à d'autres pays, n'a pas souvent recours aux lois de finances rectificatives, sachant qu'il n'y a pas que l'effet de coronavirus, mais il y a aussi un élément qui revient plusieurs fois, celui de la sécheresse, par exemple. Oui, effectivement. Depuis 30 ans, le Maroc n'a pas déposé une loi de finances rectificative. Par contre, si on prend quelques pays d'Europe, chaque année, ça devient un rituel. Une loi rectificative au premier trimestre, au semestre. Même les pays membres du mois, l'Union monétaire de l'Ouest africaine, ils déposent aussi parfois des lois de finances rectificatives. Alors, à mon avis et de par mon expérience, il y avait des occasions qui étaient offertes au Maroc pour déposer des lois de finances rectificatives et ça n'a pas été fait.
Alors, je prends l'exemple de l'année, du deuxième semestre de l'année 2000, où la première opération de privatisation de 35% de Salat al-Maghrib à l'époque, l'opération n'a pas eu lieu, elle a été reportée à 2001. Et pourtant, les ordonnateurs, ils ont continué à engager les crédits et on n'a pas déposé. Et puis, la conséquence étant, en fin d'année 2000, Oui. il y avait une accumulation d'arriérés de l'équivalent de 13 milliards de dirhams. Donc ce n'est pas la première fois que le Maroc a recours à une loi de finances rectificative. Depuis 30 ans, aucune, jamais. Aucune depuis jamais. 30 ans. Super. Depuis Alors, 30 ans, oui, effectivement. selon vous, Oui. oui, bien sûr. Je suis en train de citer les occasions qui normalement devaient être saisies pour déposer de lois de finances rectificatives et qui n'ont pas été faites. Très bien. Comment un budget, justement, peut répondre aux priorités, notamment les dépenses en santé, tout en, bien sûr, relançant la machine économique et la croissance? Alors, donc, il y avait des hypothèses qui n'étaient pas respectées, mais il y avait une hypothèse ou deux, ou quelques changements de crédit. Mais par contre, pour 2020, toutes les hypothèses ont été transgressées et les enveloppes aussi, ils ont changé. Donc toutes, vraiment, à tel point qu'on ne se permet pas de ne pas déposer une loi de finances rectificative. Vous avez dit pourquoi? Parce que la loi organique des finances de 2015, il y avait un article qui n'est pas très clair. Et d'ailleurs, c'est une loi qui devait être aussi amendée sur ce plan parce qu'il ne détermine pas les conditions de dépôt et qui va déposer, quand est-ce, quelle procédure. Il y avait juste un article qui dit que le ministère de l'économie et des finances prépare un projet de loi rectificative au nom du gouvernement, il le dépose, il discute au Parlement 15 jours. Bien sûr, il passe au Conseil de gouvernement et au Conseil des ministres. Il y a le problème du vide juridique qui fait que vraiment la marge reste au ministère des Finances qui dépose quand il veut. Alors aussi, une des choses sur lesquelles on n'a pas parlé et qui exige aujourd'hui, en 2020, de déposer une loi de finances rectificative, c'est que le fait que le Maroc, en 2020, il a commencé ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats, ou ce qu'on appelle les budgets programmes. Et qui dit les budgets programmes dit que les ordonnateurs, les responsables de programmes s'engagent sur des résultats avec des crédits dont ils disposent. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les crédits, les recettes fiscales ne sont pas là. Les dépenses aussi, il y a un problème. Il faudrait faire des réallocations. Les dépenses ont baissé, certainement, et les recettes se sont amoindries. Mais comment gérer ce budget tout en donnant la priorité à des secteurs tels que la santé ou encore l'éducation et en même temps relancer l'économie? Tout le monde parle de l'endettement. Est-ce que c'est la seule solution pour le moment? Effectivement. Alors, il y a un premier volet ici, c'est que les budgets en loi de finances rectificative, ils vont être orientés vers les secteurs que j'appelle souvent les secteurs transversaux qui sont des moteurs de croissance, à savoir, comme vous avez dit, l'éducation, la santé, la recherche scientifique, la gouvernance, les ressources naturelles, l'économie numérique, et bien sûr, et il viendrait après tout ce qui est redistribution, appui aux populations vulnérables et pauvres. Donc ici, les budgets sont des inputs qui vont se transformer en des productions output. Ça, c'est durant l'année 2020. Et puis, bien évidemment, on doit s'attendre à des résultats. Là, on ne doit pas oublier l'approche résultat. La pandémie Covid de 2019, à mon avis, elle a créé un choc dans l'organisation publique qui a suscité une résilience et une adaptabilité réussie au Maroc. À mon sens, à l'unanimité, le Maroc il a pu transformer les risques en opportunités et les priorités sont confirmées aujourd'hui donc vers ce qui est appelé, je dis, les moteurs de croissance, santé, éducation, gouvernance et ressources naturelles. Donc les crédits, ils doivent être, les priorités qui étaient en 2020 ne sont plus les priorités aujourd'hui avec le Covid 2019. Donc il faudrait rapidement commencer aujourd'hui. Je crois que c'est un début d'un modèle économique qui se dessine, hein, mais bien évidemment, les effets ne vont se faire sentir que dans le moyen terme. Mais aujourd'hui, on commence avec un budget input qu'on va transformer en output. Alors, je reviens à la question sur le déficit budgétaire. Effectivement, là, c'est un souci. L'année 2020 a tablé sur un déficit de 43,2 milliards de dirhams. Là, effectivement, il faudrait, le déficit, on est passé durant toute la période, dans tous les 30 ans, d'une politique affirmée d'équilibre budgétaire à une politique acceptée des déficits budgétaires, mais un déficit qui doit être soutenable, tenable, supportable. Donc on peut s'endetter, mais à condition que le taux d'intérêt soit... Professeur Karim, qu'est-ce que vous appelez par un déficit budgétaire soutenable?
Un déficit budgétaire soutenable, c'est-à-dire un déficit qu'on arrive à financer, c'est-à-dire qu'on doit rester solvable. On peut accepter aujourd'hui au Maroc une politique de relance parce que là, c'est vraiment obligatoire. Mais quel est le pourcentage du déficit? Quel est le pourcentage de la dette publique pour que le déficit soit soutenable? Le pourcentage arrêté en loi de finances 2020, 3,5. Mais on peut, avec la crise, on peut aller jusqu'à 5, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, en 2012, si vous vous rappelez, à la veille du printemps arabe, on est arrivé à 7%. Et on l'a financé, et puis les problèmes, la résorption de la colère sociale a été absorbée. Aujourd'hui, en période de crise, nous devons opter pour une politique budgétaire qui s'appelle contracyclique. C'est-à-dire que la dépense publique doit jouer doit soutenir la demande intérieure et par conséquent la croissance économique. Qui dit demande intérieure, donc la dépense publique, c'est la consommation de l'État à travers tout simplement la distribution du revenu via les dépenses en matériel et diverses, les dépenses bien sûr en partie investissement et puis bien sûr les salaires. Je crois que même les salaires et les recrutements, il ne faut pas les geler à ce stade. Donc d'ailleurs, la politique budgétaire doit être contracyclique, c'est-à-dire on est en crise, il faudrait dépenser assez. Bien évidemment, la conséquence étant sur le déficit budgétaire qui va peut-être doubler, mais ça va être géré comme ça a été géré en 2012. Très bien. Alors, professeur Karim, pour beaucoup d'observateurs, si l'État intervient davantage pour sauver les meubles, cela risque de conduire vers la défaillance, justement, et le programme d'ajustement structurel pour quelques chercheurs, on évoque même ce PAS, ce programme d'ajustement structurel des années 80. Qu'en pensez-vous ? On est très loin du programme d'ajustement structurel. Je vais vous dire pourquoi. Parce que 2012, déjà, on était avec 7% du déficit du PIB. Et aujourd'hui, avec un objectif en 5 ans de 3, on est arrivé à 3. Donc c'est gérable. Alors je crois qu'il faudrait rompre avec les prescriptions des FMI. Le Maroc a besoin aujourd'hui de deux politiques. Politique budgétaire de dépenses avec un déficit qui est finançable et une politique monétaire aussi. Il ne faut pas oublier la politique monétaire. La politique monétaire va jouer le rôle de relance aussi parce qu'il va aider. C'est une politique monétaire accommodante. Là, il faudrait continuer à baisser le taux d'intérêt directeur au niveau de la politique monétaire. Mais le problème étant dans les banques, les banques ne traduisent pas les orientations de la Banque du Maroc. Alors, il faudrait faire quoi? Il faudrait injecter encore des liquidités dans l'économie à travers des mécanismes non conventionnels de politique monétaire au niveau de la Banque al-Maghrib, à travers peut-être ce qu'on appelle l'open market. C'est-à-dire que la Banque du Maroc va intervenir sur le marché secondaire en achetant des titres et va injecter des dirhams. Il faut continuer à financer l'économie. Pourquoi? De l'autre côté, parce que n'oublions pas que si le déficit budgétaire, on se permet 5% du PIB, il y aurait une pression sur le marché interbancaire sous forme de bons de trésor que l'État vraiment il vend pour le bancaire et le non bancaire et il va y avoir une remontée de taux d'intérêt et pour garder le taux d'intérêt bas il faudrait que la banque al-Maghrib vraiment s'associe et avec ses politiques monétaires il a d'ailleurs beaucoup d'instruments, entre autres aussi c'est la diminution de la réserve obligatoire. Très intéressant votre analyse. Nous allons passer, si vous le permettez, professeur Mohamed Karim, aux questions de nos téléspectateurs à travers Facebook. Vous pouvez d'ailleurs interagir avec nous via le hashtag question écho. Et la première par Mustapha. Serait-il possible de nationaliser les entreprises industrielles marocaines qui risquent de fermer ou mettre la clé sous la porte pour éviter une crise sociale ? Alors, je réponds à la question. Oui, bien sûr, professeur. Donc, voilà, parce que je crois que je vais attendre d'autres questions. Alors, pour la nationalisation, effectivement, la crise du Covid-19, comme j'ai dit tout à l'heure, il nous a fait apprendre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, universellement, la politique industrielle, il n'a jamais été une affaire du privé. C'était une orientation, il est orienté, il est conçu par l'État et il est orienté par l'État. Et d'ailleurs, en industrie, effectivement, ça demande des fonds colossaux. C'est une occasion, effectivement. C'est vrai que dans le cadre du partenariat public-privé, on associe le privé, mais je crois que la crise de Covid-19 a montré que l'État est désormais considéré comme le seul rempart
face à cette crise humanitaire et la faillite du système. Très bien. Donc, je crois qu'il faudrait nationaliser effectivement. Il n'y a pas que les industries qu'il faut nationaliser. Il faudrait nationaliser aussi l'éducation et il faut nationaliser la santé. Et vous avez vu comment se sont comportés les lobbies des cliniques et lobbies des écoles privées et aussi des banques. Il ne faut pas oublier. Donc, je crois qu'on a besoin. Je pense qu'on a répondu à la première question. Passons à la deuxième, si vous le permettez, professeur Karim. Alors, c'est le même internaute qui demande, les dernières études sur l'économie mondiale parlent d'un déménagement des multinationales de la Chine ou une relocalisation, en tout cas, de ces industries. Comment le Maroc peut-il attirer ces entreprises en se donnant le statut de pays sans risque face au choc majeur? Effectivement, le Maroc, il a beaucoup d'atouts dans ce sens. D'ailleurs, c'est un des pays les premiers en Afrique qui arrive à drainer et à attirer des investissements directs étrangers. Voilà pourquoi, parce qu'il y a déjà des avantages fiscaux dans le cadre des zones franches et il y a aussi une main-d'œuvre qui est abondante et il y a la stabilité politique. Nous avons la chance d'avoir une monarchie incontestée et nous pouvons aussi aller dans le sens de la démocratie aussi. Donc, je crois que sur le plan investissement direct étranger, il n'y a pas de souci, on peut attirer. Mais là, le problème où il est, c'est que lorsqu'on fait une politique industrielle et lorsqu'un investisseur étranger arrive au Maroc, on lui demande une sorte de compensation industrielle, c'est-à-dire on lui demande de transférer la technologie aux Marocains. Et d'ailleurs, le capital étranger dans un investissement étranger, il est 90%. Le capital marocain, il est faible. Et à la fin, on se retrouve avec un investissement étranger qui crée l'emploi, mais les plus-values sont ramenées à l'extérieur. Et surtout, s'il vous plaît, et surtout que nous avons des talents, nous avons des compétences. On n'a pas besoin des investisseurs étrangers nous donner la technologie. On l'a, on doit faire confiance dans nos compétences marocaines. Très bien, merci beaucoup professeur Mohamed Karim, chef du département d'économie à la faculté de droit de Salé, d'avoir répondu à nos questions et aux questions de nos fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de la première partie. Passons sans plus attendre à la deuxième. Comme toutes les places boursières internationales, la bourse de Casablanca a subi de plein fouet les effets de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19. La panique s'est emparée de la place boursière dès les premières semaines du mois de mars, soit juste après l'annonce du premier cas de contamination au Maroc. Mais elle commence à reprendre des couleurs. Les détails avec Hicham Razouani. Des chutes vertigineuses ont été enregistrées quotidiennement au niveau du MASI, l'indice qui regroupe l'ensemble des sociétés cotées sur le marché financier marocain, entraînant des pertes annuelles de l'ordre de 26%. La baisse a frappé principalement les grandes et moyennes capitalisations et particulièrement les banques. L'arsenal déployé par le gouvernement et les autorités de marché, telles que Banque Al Maghreb et l'AMMC, l'autorité marocaine du marché des capitaux, pour soutenir l'économie marocaine, n'ont à l'époque pas pu rassurer les investisseurs, craignant que la récession ne prenne le dessus. Toutefois, un changement de paradigme a été observé sur le marché qui, depuis lors, reprend quelques couleurs. La contre-performance annuelle s'est même stabilisée aux alentours de 21%. L'effet Covid-19 a certes impacté le marché financier, ce qui n'a cependant pas empêché des investisseurs ciblant de faibles valorisations de se positionner. Au final, le marché a retrouvé une certaine vigueur au cours de ce premier trimestre, au regard du nombre de transactions enregistrées sur la période. Ils ont atteint 12,5 milliards à fin mars 2020, en hausse de 147,7% comparativement à celui de 2019. Le nombre d'ordres de bourse a quant à lui augmenté de 38,3%. Et depuis Casablanca par Skype, Mohamed Darabi, professeur d'université en finance. Bonsoir professeur Darabi. Bonsoir Khadija, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. J'espère que vous allez bien aussi. Alors, très bien, volume, merci. Avant de parler des indices boursiers, le volume global des échanges de titres boursiers a atteint aujourd'hui 61 millions de dirhams. Selon vous, déjà parlons de volume avant de parler de l'évolution des titres et des valeurs boursières. Est-ce que ce volume vous paraît faible ou au contraire normal par rapport à la moyenne? Par rapport à la moyenne, on va dire toujours faible parce que la moyenne qu'on souhaite pour le marché de Casablanca, elle est plus que ça.
Mm. Pourquoi? Parce que pour toutes les raisons que tout le monde connaît aujourd'hui, lorsqu'on fait un diagnostic du marché boursier, on s'aperçoit que c'est un marché où le flottant disponible est très faible, c'est un marché très étroit. Le Exact. nombre de sociétés cotées, ils sont une faible cotation avec une concentration des transactions, des volumes de transactions sur quelques sociétés, pas l'ensemble. Un marché de l'avis de plusieurs experts un peu cher par rapport aux marchés émergents, comparable au marché de Casablanca. Le PER est aux alentours de 18, alors sachant que dans d'autres pays similaires, il ne dépasse pas 16, un grand maximum. Mm. À mon avis, le volume de transactions aujourd'hui reflète un retour en quelque sorte, vers une bonne compréhension de ce qui s'est passé après la déclaration du premier cas du Covid. Et aujourd'hui, on est en train de revoir un peu nos copies pour redynamiser le marché en termes de transactions. Donc, il y a un retour, mais très, très prudent par rapport par ma vision. Quel a été justement le rôle des institutionnels dans la bourse de Casablanca dans cette crise, notamment Alors, par rapport à la baisse des cours? il faut savoir que cette crise est totalement différente des autres crises, hein. Elle n'est pas comparable à la crise de 1929 ni à celle de 2008. Pour la simple raison que c'est une crise qui vient d'un facteur qui est exogène aux fondamentaux économiques, fondamentaux macroéconomiques. C'est un facteur, c'est ce qu'on appelle de black swan, c'est-à-dire le signe noir. À un moment donné, on s'attend à ce que les signes soient blancs et tout d'un coup, ils sont noirs. Et là, effectivement, il s'agit d'une situation dans laquelle on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Le Covid, il arrive, il va bousculer nos habitudes économiques, de consommation, nos habitudes familiaux, de distanciation, etc. Et aussi, il va bousculer les méthodes avec lesquelles on va interagir avec les marchés boursiers. Mm. Donc, c'est une crise qui est un peu différente. Mais l'avantage, le bon côté de cette crise, c'est que, à mon avis, elle n'est pas comparable à la crise de 2008 ni à celle de 1929. Pourquoi? Pour 3 raisons, on va dire. La première raison, c'est qu'elle ne touche pas les fondamentaux de l'économie. Les entreprises, ils subissent la baisse de la demande, et donc ça se voit sur leur chiffre d'affaires, ça se voit sur le volume de transactions. Les entreprises sont dans une situation normale, sans le Covid, ils sont en bonne santé. Ce n'est pas une crise de liquidité. On a un problème de liquidité sur le marché, comme en 2008, il y a subprime. Il n'y a pas des méchants dans cette crise, comme en 2008, il y avait des méchants, des gens qui sont cupides, qui ont essayé de prendre le maximum, de gagner le maximum. Je me permets de vous interrompre. Le grand méchant, Professeur je finis. Oui, bien sûr. Le grand méchant dans cette crise, c'est le Covid, c'est le coronavirus. Oui, mais il y a des secteurs qui tirent leur épingle du jeu, notamment les télécoms ou encore les agro... J'y arrive. Il y a des secteurs qui ont résisté. Pourquoi? Ils développent une certaine résilience, des valeurs refuges, c'est-à-dire la consommation agroalimentaire, le télécom, quelques, on va dire, entreprises en technologie. C'est normal, pourquoi? Parce que l'être humain, par nature, dans la pyramide de consommation des Maslow, il y a plusieurs besoins. Le premier besoin auquel on va tous s'attaquer lorsqu'il y a une crise, il y a une panique, c'est les besoins de consommation. Ça, l'agroalimentaire, ça va bien, tout marche. Mais malheureusement, le marché, l'économie en général, le modèle économique n'est pas fait que de l'agroalimentaire. Il y a des industries qui ont beaucoup souffert, des industries telles que le secteur bancaire. Le secteur bancaire, il a beaucoup souffert, des baisses spectaculaires dans certaines valeurs. Donc, je dirais la comparabilité par d'autres crises n'est pas la même. Donc, elle a touché certains secteurs, pas l'ensemble des secteurs. Certes, il y a des contagion effects, des effets de contagion entre les valeurs, mais ça reste une crise qui est, à mon avis, différente. Alors pourquoi elle est différente? Et la sortie de la crise doit être aussi conçue de façon différente. Et on en parlera peut-être dans un autre axe, mais je voulais insister que c'est pas... Comment envisagez-vous l'après-crise pour la bourse de Casablanca qui, on le suit depuis quelques années, vraiment a du mal à intéresser les investisseurs, les petits porteurs, encore moins des entreprises qui s'introduisent en bourse, tout simplement? Alors, moi je vais répondre avant cela. J'aimerais qu'on mette un peu les éléments dans leur contexte. Le marché boursier de Casablanca, depuis longtemps, c'est un marché
qui demandent à être soutenus par les autorités, par le marché financier en général. Il y avait beaucoup de travaux qui ont été faits en termes d'organisation. C'était un marché exemplaire en termes de microstructure organisationnelle, en termes d'efficience, d'efficacité des transactions. Il est un modèle dans la région. Il est leader dans la région aussi. C'est l'une des places, la deuxième ou troisième place boursière de la région. Donc, il est fondamentalement important qu'il fait partie du développement du marché financier, marché des capitaux au niveau national. Il doit être là pour plusieurs raisons. D'abord, c'est l'image de notre marché financier. Aujourd'hui, beaucoup d'analystes ne savent pas calculer quel est le coût de la crise sur l'économie. On fait des estimations, mais le premier élément qu'on peut regarder immédiatement, là, tout de suite, c'est la baisse de l'indice. Il a baissé de combien? Ça nous donne une vraie indication sur l'impact de cette crise sur les fondamentaux des sociétés cotées. Je dis bien les sociétés cotées. Donc, pour sortir de la crise, moi je pense, à mon avis, on va sortir très rapidement. Pourquoi? Parce que imaginez que demain, il y a une déclaration, une annonce on trouve un vaccin. Qu'est-ce qui va arriver au marché financier? Tout le monde va se ruer vers ces valeurs qui sont aujourd'hui à bas prix. Donc, tout le monde va les acheter. Et donc, il y aurait une augmentation très rapide. Je dis encore une fois parce que les fondamentaux économiques n'ont pas été touchés. Ce n'est pas une crise économique, c'est une crise qui est exogène au système économique lui-même. Elle n'est pas inhérente au système comme les autres crises. Alors, dans le plan de relance que va annoncer le ministre des Finances bientôt, j'espère qu'il va y avoir une composante importante pour le marché boursier. J'espère qu'il y aurait une relance économique avec et en compagnie du marché boursier. Le marché boursier, c'est un bon élève du marché des capitaux marocain. C'est un des éléments, une dimension importante dans notre marché, ne serait-ce que pour l'image de ce pays, ne serait-ce que pour le marché financier lui-même, qu'il soit complètement complété. Peut-être des levées de capitaux aussi pour l'après-crise. Merci beaucoup, professeur Mohamed Darabi. Malheureusement, le temps de l'émission s'est écoulé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de Questions Écho. Je rappelle que vous pouvez interagir avec nous via le hashtag Questions Écho. Nous poserons vos questions à nos invités. Vous retrouverez les thématiques sur la page Facebook de Média TV. À demain. D'ici là, très bonne suite des programmes sur notre antenne et prenez bien soin de vous.